Ma belle-fille ne s'est pas présentée aux funérailles de mon fils. Quelques heures plus tard, elle a publié une photo d'elle en train de boire à Cancun avec le jardinier. La légende disait, profitez de la vie tant que vous le pouvez. C'est alors que j'ai reçu un message de mon fils et que je me suis figé, papa, viens chez moi maintenant. Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires comme celle-ci et commentez la ville d'où vous regardez. Je n'aurais jamais pensé enterrer mon fils seul. Debout dans ce funérarium un mardi matin gris, regardant la poignée de personnes venues rendre hommage à Richard, je n'arrêtais pas de regarder vers l'entrée, attendant, espérant. Peut-être que la circulation était mauvaise. Peut-être que son vol était retardé. Peut-être qu'il y avait une explication raisonnable à l'absence d'Olivia, ma belle-fille depuis 8 ans, pour pleurer son mari. Le directeur des pompes funèbres s'est approché de moi avec cette sympathie étudiée qu'ils maîtrisent tous. Monsieur Morrison, devrions-nous attendre quelques minutes de plus? Je me suis éclairci la gorge, essayant de conserver la dignité qu'il me restait. Non, commençons. 37 personnes sont venues dire au revoir à mon fils. Je les ai comptées. 37 personnes qui se souciaient assez pour prendre du temps sur leur mercredi pour honorer la mémoire de Richard. Sa femme n'en faisait pas partie. J'ai prononcé l'éloge funèbre moi-même. Que pouvais-je faire d'autre? J'ai parlé de l'enfance de Richard, de son amour pour le baseball, de la façon dont il avait obtenu son diplôme summa cum laude de Northwestern, de la fierté que j'avais ressentie quand il avait créé sa propre société de conseil. Je n'ai pas mentionné comment il avait lutté contre l'anxiété ces dernières années, ni à quel point il s'était éloigné de tout le monde, y compris de moi. Je n'ai pas mentionné comment son mariage semblait s'effondrer, bien que j'ai fait semblant de ne pas le remarquer. Alors que les gens défilaient devant le cercueil pour présenter leurs condoléances, j'ai entendu les chuchotements. Où est Olivia? N'est-ce pas sa femme? Comme c'est terrible pour elle de manquer ça. La sympathie dans leur voix me serrait la poitrine. Si seulement ils savaient. Après le service, je suis allé au cimetière seul. Le corbillard me suivait, transportant le corps de mon fils. J'aurais dû me concentrer sur Richard, sur le fait de lui dire au revoir, sur le deuil. Au lieu de cela, mon esprit revenait sans cesse à une seule question. Où diable était-elle? De retour à la maison ce soir-là, je me suis assis dans ma cuisine, fixant mon téléphone. J'avais appelé Olivia 6 fois. Chaque appel est allé directement à la messagerie vocale. J'avais envoyé des textos. Aucune réponse. La mort de Richard avait été soudaine. Une crise cardiaque à 34 ans, ont-ils dit, liée au stress. J'avais appelé Olivia immédiatement après que l'hôpital l'ait déclaré mort, et elle avait semblé convenablement choquée, convenablement dévastée. Elle avait pleuré au téléphone, posé des questions sur les arrangements, promis de rentrer de chez sa sœur à Phoenix, où elle était en visite. C'était il y a 4 jours. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai vérifié les réseaux sociaux. Richard avait toujours été discret sur sa vie personnelle, et je n'avais jamais été un adepte de Facebook ou d'Instagram. Mais le deuil vous fait faire des choses étranges. J'ai trouvé le compte Instagram d'Olivia assez facilement. Sa photo de profil était toujours elle et Richard lors de leur dîner d'anniversaire l'année dernière. Tous les deux souriants, son bras autour de ses épaules. Elle était radieuse sur cette photo, cheveux blonds, parfaitement coiffés, yeux verts brillants de bonheur, ou ce que je croyais être du bonheur. J'ai fait défiler ses publications récentes, mon cœur battant pour des raisons que je ne pouvais pas encore nommer. Des photos de Phoenix, des dîners avec sa sœur, des virées shopping, toutes publiées après la mort de Richard, toutes montrant une femme qui avait tout l'air sauf d'être en deuil. Puis je l'ai trouvée. Publiée il y a 3 heures, alors que je prononçais l'éloge funèbre de mon fils, il y avait une photo qui m'a glacé le sang. Olivia dans un bikini rouge vif, un cocktail à la main, debout sur une plage avec une eau bleue cristal derrière elle. Elle riait, la tête renversée en arrière, complètement insouciante. À côté d'elle se tenait un homme que je reconnaissais, Miguel, le jardinier qui travaillait sur leur aménagement paysager depuis des mois. Son bras était autour de sa taille, et ils souriaient tous les deux à l'appareil photo. Le lieu était indiqué, Cancun, Mexique. La légende m'a fait trembler les mains, la vie est trop courte pour ne pas en profiter. À de nouveaux départs. J'ai fixé cette photo pendant 20 minutes, lisant et relisant ces mots. Pendant que je me tenais au-dessus de la tombe de mon fils, jetant de la terre sur son cercueil, sa femme portait un toast à de nouveaux départs au Mexique avec un autre homme. Les commentaires étaient encore pires.
Des amis la félicitant pour le voyage, lui demandant si elle était enfin heureuse, lui disant qu'elle le méritait. Un commentaire de sa sœur m'a retourné l'estomac. Tellement contente que tu en aies fini avec tout ce drame. Miguel est parfait pour toi. Fini avec tout ce drame. La mort de mon fils était un drame dont il fallait se débarrasser. J'ai fermé l'ordinateur portable et je suis allé au bar, ce que je faisais rarement. J'ai versé 3 doigts de whisky et je me suis rassis en essayant de digérer ce que j'avais vu. 8 ans de mariage, 8 ans de dîner de famille, de vacances, d'anniversaire. J'avais vu Olivia devenir une partie de notre famille. J'avais fini par l'aimer comme une fille. Je l'avais même défendue auprès de Richard quand leur dispute s'envenimait, lui disant que le mariage exigeait de la patience et de la compréhension. Quel idiot j'avais été. Mon téléphone a vibré. Un texto d'un numéro inconnu. Mais d'une manière ou d'une autre, je savais exactement qui c'était avant même de regarder. Papa, viens chez moi maintenant. Nous devons parler. Ne le dis à personne. Richard. J'ai laissé tomber le téléphone. Il a fait un bruit sourd sur le sol de la cuisine, l'écran s'est fissuré, mais je l'ai à peine remarqué. Mes mains tremblaient si violemment que j'ai à peine pu le ramasser. J'ai lu le message 3 fois, puis 4, puis 5. Ce devait être une sorte d'erreur, une blague cruelle. Quelqu'un qui avait mis la main sur le téléphone de Richard. Mais le numéro était différent. Et qui ferait quelque chose d'aussi malade? J'ai attrapé mes clés de voiture avec des doigts tremblants. Je devais voir par moi-même. Je devais savoir dans quel genre de cauchemar j'étais tombé. Car une chose était certaine. Je venais d'enterrer mon fils ce matin. Et les morts n'envoient pas de texto. J'ai conduit jusqu'à la maison de Richard dans un état second, mon esprit refusant d'accepter ce qui semblait impossible. La rue familière bordée d'arbres était la même que toujours, mais tout semblait différent maintenant. Faux, d'une certaine manière. J'étais là il y a à peine 2 jours, aidant Olivia à emballer certaines des affaires de Richard avant son prétendu voyage à Phoenix. Elle pleurait alors, ou du moins c'est ce que je croyais. La maison de Richard était sombre contre le ciel d'octobre. Une seule lumière brillait de la fenêtre de la cuisine à l'arrière. Ma main a tremblé alors que j'utilisais ma clé de rechange pour ouvrir la porte d'entrée. Richard? Ma voix s'est brisée alors que j'appelais. Le silence m'a répondu. J'ai traversé le salon, passé devant le canapé où j'avais réconforté Olivia il y a 4 jours quand l'hôpital avait appelé, passé devant les photos de famille sur la cheminée. La remise de diplôme de Richard, le jour de leur mariage, les matins de Noël. Tout avait l'air exactement pareil. Pourtant, rien n'avait plus de sens. La lumière de la cuisine m'a attiré. En tournant le coin, je me suis figé. Mon fils était assis à sa propre table de cuisine, bien vivant, une tasse de café refroidissant devant lui. Il a levé les yeux quand je suis entré, son visage pâle et tiré, des cernes sombres sous les yeux que je n'avais jamais remarquées auparavant. Il avait perdu du poids, beaucoup de poids. Ses vêtements flottaient sur sa silhouette. Papa. Sa voix était à peine un murmure. Je suis désolé. Je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas parler. Mon cerveau luttait pour traiter ce que mes yeux voyaient. C'était mon fils, vivant et respirant, assis dans sa cuisine 3 heures après que j'ai vu son cercueil descendre dans la tombe. Tu es censé être mort. Les mots sont sortis étranglés, à peine humains. Le visage de Richard s'est décomposé. Je sais. Je sais à quoi ça ressemble. À quel point ça doit être fou pour toi. S'il te plaît, assieds-toi. Laisse-moi t'expliquer. Je suis resté debout, mes jambes bloquées. Je t'ai enterré aujourd'hui, Richard. J'ai jeté de la terre sur ton cercueil. J'ai prononcé ton éloge funèbre. Quelle sorte de jeu malade est-ce? Ce n'est pas un jeu, il s'est levé lentement, ses mouvements prudents, délibérés. Papa, j'ai de gros problèmes. Le genre de problème qui pourrait non seulement me détruire, mais toi aussi. Tout ce pourquoi nous avons travaillé, tout ce que notre famille a construit. De quoi parles-tu? Richard a passé ses mains dans ses cheveux, un geste que je l'avais vu faire des milliers de fois depuis l'enfance quand il était nerveux ou effrayé. Il y a 6 mois, j'ai fait une erreur au travail. Une énorme erreur. Je m'occupais du compte de Méridian Industries. Tu te souviens de l'entreprise pharmaceutique? C'était notre plus gros client, d'une valeur de 2,5 millions de dollars par an.
J'ai hoché la tête, engourdi. Il avait constamment parlé de ce compte, de la façon dont il allait assurer l'avenir de son entreprise pour des années. J'ai découvert qu'il falsifiait leurs données d'essais cliniques, cachant des effets secondaires graves d'un nouveau médicament contre l'arthrite. Les gens tombaient malades. Papa, vraiment malade. Certains mouraient. Sa voix s'est brisée. J'aurais dû le signaler immédiatement. Mais le PDG de Meridian, James Crawford, il m'a offert 500 000 $ pour que je me taise. Ferme les yeux, a-t-il dit. Laisse le processus d'approbation de la FDA continuer. Mon estomac s'est noué. S'il te plaît, dis-moi que tu ne l'as pas pris. Le silence de Richard était une réponse suffisante. Bon sang, Richard, à quoi pensais-tu? Je pensais aux dépenses d'Olivia, à l'hypothèque sur cette maison, aux dettes que nous avions accumulées en essayant de maintenir les apparences. Elle voulait les rénovations, la nouvelle voiture, les vacances en Europe. 500 000 $ auraient tout résolu. Il a levé les yeux vers moi, les larmes aux yeux. Mais je ne pouvais pas le faire, papa. Je ne pouvais pas laisser les gens mourir pour de l'argent. Alors, que s'est-il passé? Je suis allé au FBI, j'ai remis toutes les preuves, je suis devenu un lanceur d'alerte. Crawford a été arrêté le mois dernier, et le médicament a été retiré du marché. Mais avant qu'il ne l'attrape, il s'est assuré que je paierais pour l'avoir trahi. Richard s'est approché de la fenêtre de la cuisine, regardant dans l'obscurité. Crawford a des relations, papa. De mauvaises relations. Le genre de personne qui ne pardonne pas et n'oublie pas. Il y a 3 semaines, j'ai commencé à recevoir des menaces. Des appels téléphoniques me disant que j'avais détruit trop de carrières, coûté trop d'argent à trop de gens. Il voulait que je disparaisse définitivement. Je me suis laissé tomber sur une chaise, mes jambes cédant enfin. Alors, tu as simulé ta mort. Le docteur Peterson m'a aidé. C'est un vieil ami de l'université. Il travaille à l'hôpital maintenant. Nous avons mis en scène la crise cardiaque, falsifié le certificat de décès. Peterson a dit que j'avais peut-être des heures avant que les gens de Crawford ne me trouvent. C'était le seul moyen. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, mais une énorme question restait en suspens. Et Olivia? Elle était dévastée quand je l'ai appelée. Elle a pleuré au téléphone. L'expression de Richard s'est durcie. Olivia savait tout, papa. À propos du compte de Meridian. À propos de l'argent que j'ai refusé. À propos des menaces. Elle savait que je prévoyais de simuler ma mort. Il a fait une pause, sa voix baissant à peine audible. Elle était censée jouer la veuve éplorée pendant 6 mois, puis déménager discrètement et me retrouver au Canada. Nous recommencerions ensemble. Mais elle est à Cancun avec Miguel. Le rire de Richard était amer et brisé. Ouais, j'ai vu la publication Instagram aussi. Elle était censée attendre, papa. Nous avions un plan. Mais apparemment, elle en avait un meilleur. J'ai pensé à la photo, au sourire radieux d'Olivia, aux commentaires de ses amis. Elle n'avait jamais l'intention de te retrouver au Canada, n'est-ce pas? Non. J'ai compris ça quand j'ai vu que ma police d'assurance vie avait été encaissée. 750 000 $ versés à ma veuve aimante hier. Richard s'est retourné pour me faire face. Elle a parfaitement joué son rôle, n'est-ce pas? La femme choquée, la veuve éplorée, trop désemparée pour même assister aux funérailles. Elle a probablement pensé qu'être mystérieusement absente la ferait paraître encore plus tragique. L'ampleur de la trahison m'a frappé comme un coup physique. Elle t'a laissé enterrer un cercueil vide. Elle t'a laissé me pleurer pendant qu'elle planifiait ses vacances avec son amant. Je suis désolé, papa. Je n'ai jamais voulu que tu sois blessé comme ça. Je pensais que si je pouvais juste disparaître, recommencer ailleurs, peut-être que tout le monde serait plus en sécurité. Mais je ne pouvais pas la laisser s'en tirer comme ça. Non seulement elle m'a trahi, mais elle t'a aussi trahi. Elle t'a fait souffrir pendant qu'elle comptait son argent. J'ai regardé mon fils, plus mince, hanté, mais vivant, et j'ai senti quelque chose changer en moi. Le chagrin que j'avais porté pendant 4 jours a commencé à se transformer en quelque chose d'autre, de plus dur et de plus froid. Que faisons-nous maintenant, ai-je demandé. Richard a croisé mon regard, et pour la première fois depuis que j'étais entré dans sa cuisine, j'ai vu une étincelle de la détermination qui l'avait rendu si brillant dans les affaires. Maintenant, nous nous assurons qu'elle ne profite pas de cet argent.
Et nous nous assurons qu'elle paie pour ce qu'elle t'a fait subir. Comment? Un lent sourire s'est dessiné sur le visage de Richard, et j'ai réalisé que mon fils avait hérité de ma nature calculatrice plus que je ne l'avais jamais su. Eh bien, papa, légalement parlant, je suis toujours mort. Ce qui signifie qu'Olivia est sur le point de découvrir qu'être mariée à un homme mort a des complications très sérieuses. Richard s'est dirigé vers le comptoir de la cuisine et a sorti un ordinateur portable que je n'avais jamais vu auparavant. Ses mouvements étaient prudents, méthodiques, comme un homme qui planifiait quelque chose depuis longtemps. Il y a plus que tu dois savoir, papa. Des choses que j'ai découvertes après que j'étais censé être mort. Il a ouvert l'ordinateur portable et a tourné l'écran vers moi. Olivia ne prévoyait pas seulement de m'abandonner au Canada. Elle prévoyait de me détruire bien avant ça. L'écran montrait des échanges de mails, des relevés bancaires, des captures d'écran de textos. Mes yeux luttaient pour se concentrer sur les détails, mais Richard m'a guidé à travers chaque pièce à conviction avec la précision du consultant en affaires qu'il était. Il y a 3 mois, j'ai commencé à remarquer de l'argent manquant sur nos comptes joints. De petites sommes au début, $200 par-ci, $300 par-là. Quand j'ai confronté Olivia à ce sujet, elle a dit qu'elle achetait des cadeaux surprises pour notre anniversaire. Il a cliqué sur un autre écran. Elle achetait des cadeaux. C'est vrai. Mais pas pour moi. Des photos de bijoux coûteux, de sacs à main de créateurs et de reçus d'hôtels de luxe remplissaient l'écran. Tous achetés à des moments où Olivia prétendait être en visite chez sa sœur à Phoenix ou faire du shopping avec des amis à Chicago. Miguel n'était pas seulement notre jardinier, papa. Ils avaient une liaison depuis 8 mois. Ces reçus d'hôtel montrent qu'ils se voyaient 2 fois par semaine, parfois 3. Toujours avec ma carte de crédit. Mes mains se sont serrées en poing. Elle dépensait ton argent pour te tromper. C'est encore pire. La voix de Richard était stable, mais je pouvais voir la douleur derrière ses yeux. Quand l'enquête du FBI a commencé et que j'ai dit à Olivia que je devrais peut-être entrer dans le programme de protection des témoins, elle n'a pas seulement accepté de venir avec moi. Elle l'a encouragé. Elle a dit que ce serait une aventure, une chance de repartir à zéro. Mais regarde ça. Il a ouvert un nouveau dossier rempli de plus de captures d'écran, de textos entre Olivia et un certain Marcus, service financier. Elle parlait déjà à un détective privé, papa. Non pas pour m'aider à me protéger des gens de Crawford, mais pour rassembler des preuves que j'étais mentalement instable. Regarde ces messages. Je me suis penché pour lire. Les messages étaient froids, calculateurs, Olivia décrivant l'anxiété de Richard, sa consommation d'alcool, son comportement erratique depuis qu'il était devenu lanceur d'alerte. Elle était en train de monter un dossier selon lequel il faisait une dépression nerveuse, qu'il pourrait se faire du mal ou en faire à d'autres. Elle allait me faire interner. Pire que ça. Elle mettait en place un scénario où ma mort aurait l'air d'un suicide. Un lanceur d'alerte mentalement perturbé qui ne pouvait pas supporter la pression et s'est suicidé. Elle a même fait des recherches sur la façon de faire croire que je planifiais cela depuis des mois. Richard a cliqué sur un autre fichier. Des documents financiers montrant qu'Olivia avait souscrit des polices d'assurance vie supplémentaires sur lui sans son Meadowledge. Des polices d'une valeur totale de plus d'1 million de dollars. Tout avec des clauses de suicide qui paieraient quand même s'il attendait 2 ans après la date de la police. Elle planifiait cela depuis 2 ans, papa. Bien avant la situation de Méridian. Elle m'a épousé, m'a convaincu de souscrire une assurance vie massive, puis a attendu l'occasion parfaite pour encaisser. La pièce semblait tourner autour de moi. Ce n'était pas seulement de la trahison ou même de la cupidité. C'était quelque chose de beaucoup plus sinistre. Elle prévoyait de te tuer. Ou de me pousser au suicide, ce qui aurait été plus propre légalement. Le détective privé documentait tout pour étayer son histoire. Homme d'affaires stressé, problème d'argent, problème juridique, antécédent de dépression. L'affaire aurait été classée sans suite. Je me suis levé brusquement, faisant les 100 pas jusqu'à la fenêtre. Dehors, le quartier avait l'air paisible, normal. À l'intérieur de cette cuisine, j'apprenais que ma belle-fille était essentiellement une prédatrice qui avait passé des années à planifier de tuer mon fils pour de l'argent. Mais alors, tu as d'abord simulé ta mort. Le plan du docteur Peterson m'a donné un avantage inattendu. Olivia pensait avoir gagné. Elle a obtenu son argent d'assurance sans avoir à commettre un meurtre. Elle pouvait jouer la veuve tragique, percevoir son paiement et commencer sa nouvelle vie avec Miguel sans avoir de sang sur les mains. Richard a affiché un autre écran montrant l'activité bancaire.
Elle n'a pas perdu de temps. L'argent de l'assurance a été déposé lundi. 50 000 $ ont été transférés sur le compte de Miguel mardi. Les billets d'avion pour Cancun ont été achetés mercredi matin. Elle était hors du pays avant même que mon corps ne soit froid. Sauf que ton corps n'a jamais été froid parce que tu n'as jamais été mort. Exactement. Et c'est là que ça devient intéressant. L'expression de Richard a changé, devenant plus calculatrice. Olivia ne sait pas que je suis en vie, mais elle ne sait pas non plus que j'ai trouvé toutes ces preuves avant de mourir. Elle pense avoir parfaitement couvert ses traces. Il a ouvert un nouveau dossier intitulé « Preuve de fraude à l'assurance ». Le contenu m'a coupé le souffle. Richard avait tout documenté. Les demandes falsifiées, les polices non autorisées, les paiements aux détectives privés, la liaison avec Miguel, même les communications montrant qu'Olivia avait fait des recherches sur des méthodes de meurtre qui ressembleraient à des accidents. Elle a commis plusieurs crimes, papa. Fraude à l'assurance, complot en vue de commettre un meurtre, vol, adultère avec des implications financières pour la procédure de divorce qu'elle prévoyait d'éviter en devenant veuve. Richard a fermé l'ordinateur portable. La question est, que faisons-nous de toutes ces informations? Je me suis rassis, mon esprit tournant à plein régime. Nous pourrions aller à la police, la faire arrêter pour fraude. Nous pourrions, mais il y a un problème avec cette approche. Richard s'est appuyé contre le comptoir. Si je révèle que je suis en vie, je dois expliquer pourquoi j'ai simulé ma mort. Le docteur Peterson pourrait perdre sa licence, peut-être aller en prison pour falsification de dossier. Les gens de la protection des témoins du FBI seront furieux que je sois sorti du scénario. Et les gens de Crawford sauront exactement où me trouver. Alors, nous sommes coincés. Pas coincés. Nous devons juste être plus intelligents. Richard s'est rassis en face de moi. Olivia pense qu'elle a gagné. Elle a son argent, son amant et sa liberté. Elle prévoit probablement de rester au Mexique quelques mois, de laisser la période de deuil passer, puis de revenir et de vendre la maison, de liquider tout le reste et de disparaître pour toujours. Qu'est-ce qui l'en empêche? Eh bien, techniquement, elle ne peut pas vendre la maison ni accéder à la plupart de nos actifs communs tant que je suis légalement mort. La succession doit passer par l'homologation, ce qui prend des mois. Mais elle a l'argent de l'assurance vie, alors elle se dit qu'elle peut attendre. Richard a souri sombrement. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que j'ai documenté sa fraude avant de mourir. Et les hommes morts peuvent toujours contester des réclamations d'assurance. J'ai regardé mon fils, voyant une facette de lui que je n'avais jamais vue auparavant. L'homme anxieux et dépassé dont je m'étais inquiété pendant des mois avait été remplacé par quelqu'un de plus dur, de plus stratégique. Qu'est-ce que tu prévois, Richard? Je prévois de laisser Olivia profiter de ses vacances pendant exactement 2 semaines de plus. La laisser s'installer, dépenser de l'argent, faire des projets. Et puis je vais systématiquement détruire chaque mensonge qu'elle a construit. Il a rouvert l'ordinateur portable. J'ai déjà déposé des contestations auprès des 3 compagnies d'assurance pour fraude. Les enquêtes gèleront ces comptes quelques jours après leur lancement. Tu peux faire ça alors que tu es mort? J'ai mis en place les contestations avant de mourir, avec des instructions à mon avocat pour les déposer si certaines conditions étaient remplies. Pour les compagnies d'assurance, Richard Morrison soupçonnait sa femme de vouloir le tuer et a pris des précautions. Il a affiché des documents juridiques. J'ai aussi changé mon testament la veille de ma mort, te laissant tout et excluant complètement Olivia en raison de soupçons d'infidélité et d'irrégularité financière. L'ampleur de la planification de Richard était stupéfiante. Tu as pensé à tout. Pas à tout. Je ne pensais pas qu'elle serait assez stupide pour poster des photos d'elle faisant la fête au Mexique 3 jours après mes funérailles. C'était un cadeau que je n'aurais pas pu prévoir. Le sourire de Richard était froid. Ces photos, combinées aux relevés financiers montrant les transferts d'argent à Miguel, rendront l'affaire de fraude à l'assurance irréfutable. Et Miguel? Il est complice. Miguel est le cadet de nos soucis. C'est juste un type qui pensait sortir avec une riche veuve. Quand l'argent d'Olivia disparaîtra et que les accusations de fraude tomberont, il disparaîtra aussi. Les hommes comme Miguel ne restent pas avec les femmes pauvres qui ont des problèmes juridiques. J'ai regardé mon fils avec un mélange de fierté et d'inquiétude. C'est un jeu dangereux, Richard. Et si Olivia découvre que tu es en vie? Alors nous accélérons le calendrier. Mais je ne pense pas qu'elle le fera. Elle est trop occupée à célébrer sa victoire pour s'en douter.
Il a de nouveau fermé l'ordinateur portable. De plus, papa, elle a déjà fait sa plus grosse erreur. C'est qu'elle nous a sous-estimés tous les deux. Elle pensait que tu n'étais qu'un vieil homme triste qui ferait son deuil tranquillement et ne poserait jamais de questions. Elle pensait que j'étais trop faible et anxieux pour riposter. Les yeux de Richard se sont durcis. Elle s'est trompée sur les 2 points. J'ai senti quelque chose se calmer dans ma poitrine, une détermination calme que je n'avais pas ressentie depuis des années. Que veux-tu que je fasse? Pour l'instant, continue simplement à être le père en deuil. Ne change rien à ta routine. Mais dans 2 semaines, quand les compagnies d'assurance gèleront ses comptes et qu'elle reviendra en courant pour demander des réponses, j'ai besoin que tu sois prêt. Richard a croisé mon regard. Parce que c'est là que nous déclencherons le piège. Et c'est là qu'Olivia apprendra que certains jeux ont des conséquences qu'elle n'avait jamais prévues. Les 2 semaines qui ont suivi ont été les plus longues de ma vie. Je devais continuer à jouer le rôle du père en deuil tout en sachant que mon fils était vivant et caché à seulement 20 minutes de là, dans un petit appartement qu'il avait loué sous un faux nom. Chaque jour, c'était comme marcher sur une corde raide, maintenir la façade tout en aidant Richard à orchestrer ce qu'il appelait le « règlement de compte d'Olivia ». Je me suis rendu 2 fois par semaine sur la tombe de Richard, comme le ferait un père endeuillé. J'ai apporté des fleurs, je suis resté là pendant un temps approprié, et j'ai même parlé à la pierre tombale quand d'autres visiteurs étaient à proximité. Cela semblait obscène, jouer le deuil sur un cercueil vide, mais c'était nécessaire. Plusieurs voisins et amis de la famille m'ont approché lors de ces visites, offrant leurs condoléances et s'enquérant du bien-être d'Olivia. Quelle tragédie, a dit Madame Henderson de la rue voisine lors d'une visite. Pauvre Olivia, perdre Richard si jeune. Est-ce qu'elle tient le coup? Je ne l'ai pas vue dans le coin. Elle prend du temps pour elle, ai-je répondu, le mensonge sortant plus facilement que prévu, elle reste avec sa famille. Le deuil a été écrasant pour elle. Ce que je n'ai pas dit à Madame Henderson, c'est que je surveillais les réseaux sociaux d'Olivia de manière obsessionnelle. Les photos de Cancun ont continué. Dîner au bord de la plage, cocktail au coucher du soleil, soins au spa, virée shopping. Miguel figurait dans la plupart d'entre elles, parfois avec son bras autour d'elle, parfois en l'embrassant sur la joue. Les commentaires de ses amis avaient évolué de la sympathie pour sa perte à la célébration de son parcours de guérison. Sa sœur a posté, si fière de toi d'avoir choisi le bonheur. Richard aurait voulu que tu vives ta meilleure vie. Ce commentaire m'a donné envie de jeter mon téléphone à travers la pièce. Richard avait été occupé pendant ces 2 semaines, depuis son appartement temporaire. Il avait fourni des informations aux enquêteurs des assurances, leur fournissant des preuves horodatées de la liaison d'Olivia, de ses activités financières suspectées, plus accablant encore, de ses publications sur les réseaux sociaux la montrant en train de faire la fête au Mexique quelques jours après les funérailles de son mari. Les enquêteurs qualifient cela de l'un des cas les plus flagrants de fraude à l'assurance qu'ils aient jamais vu, m'a dit Richard lors d'une de nos réunions secrètes dans un restaurant en dehors de la ville. Il avait l'air en meilleure santé maintenant, ayant repris du poids et perdu l'expression hantée qu'il avait ce premier soir. 3 compagnies d'assurance, 1,7 million de dollars de réclamations frauduleuses, et elle publie littéralement des preuves de ses crimes en ligne. Quand agissent-ils? Aujourd'hui, en fait. Les comptes devraient être gelés cet après-midi. Olivia va se réveiller demain matin sans pouvoir accéder à son argent. Richard a lentement remué son café. J'estime qu'elle a déjà dépensé près de 80 000 dollars à Cancun. Quand elle ne pourra pas payer sa chambre d'hôtel, la réalité va la frapper de plein fouet. Et si elle restait simplement au Mexique, si elle disparaissait? Elle ne peut pas, Miguel n'a pas ce genre d'argent, et sans accès au fonds de l'assurance, elle est essentiellement fauchée. Ses cartes de crédit sont liées à des comptes qui sont sur le point d'être gelés. Elle devra revenir et faire face aux conséquences. Richard avait raison. Jeudi après-midi, mon téléphone a commencé à vibrer avec des appels d'un numéro que je reconnaissais, le téléphone portable d'Olivia. Je les ai tous laissés aller à la messagerie vocale. Le soir, j'avais 12 messages de plus en plus frénétiques. Les premiers étaient confus. Timothy, quelque chose ne va pas avec mes comptes bancaires. Peux-tu m'appeler, s'il te plaît? Au 7e message, la panique s'était installée. Timothy, je suis coincé au Mexique. L'hôtel dit que mes cartes ne fonctionnent pas. J'ai besoin que tu me transfères de l'argent jusqu'à ce que je puisse régler ça. Les derniers messages étaient désespérés. S'il te plaît, Timothy, je sais que tu les reçois. J'ai peur.
quelque chose se passe et je ne comprends pas. Ils disent que je ne peux pas quitter le pays avant d'avoir réglé mes factures. S'il te plaît, aide-moi. J'ai fait écouter chaque message à Richard le lendemain matin. Il a écouté avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait lire. Pas de la satisfaction, exactement, mais un sombre sentiment de justice rendue. Elle panique vraiment, ai-je observé. Bien. Elle devrait. Richard a fermé son ordinateur portable où il surveillait les fils d'actualité sur les enquêtes de fraude à l'assurance. Le FBI m'a contacté hier, enfin, a contacté mon avocat prétendant représenter ma succession. Ils veulent interroger les membres de la famille survivants sur d'éventuelles irrégularités financières impliquant la femme du défunt. Ils veulent m'interroger, et Olivia quand elle sera de retour au pays. Ce qui, selon les autorités mexicaines, devrait être très bientôt. Ils ne la retiendront pas indéfiniment, mais ils exigent qu'elle règle ses dettes avant de partir. Comment va-t-elle faire ça sans accès à ses comptes? Le sourire de Richard était froid. C'est là que Miguel entre en jeu. Il s'avère qu'il s'est vanté auprès de ses amis de sa riche petite amie américaine. Il a posté des photos des cadeaux coûteux qu'elle lui achetait, des hôtels de luxe où il séjournait. Quand l'argent s'est tari hier, son enthousiasme pour leur relation aussi. Il l'a quitté, a pris le premier vol pour Chicago ce matin. Olivia est seule dans un pays étranger sans argent, sans amis et avec une liste croissante de problèmes juridiques. Richard s'est penché en arrière sur sa chaise. J'ai presque pitié d'elle. Presque. Je n'avais aucune pitié pour elle. Chaque fois que je me souvenais de m'être tenu au-dessus de cette tombe vide, jetant de la terre sur un cercueil qui ne contenait que des oreillers lestés, ma sympathie s'évaporait. Quand rentre-t-elle? Son vol atterrit demain soir. Elle a réussi à contacter sa sœur, qui lui a viré assez d'argent pour un billet d'avion. Mais elle revient dans un monde très différent de celui qu'elle a quitté. Es-tu prêt pour ça? Richard a lentement hoché la tête. Je suis prêt depuis que j'ai vu ces publications Instagram d'elle riant sur la plage pendant que tu enterrais un cercueil vide. Sa voix s'est durcie. Elle t'a humilié, papa. Elle t'a fait faire ton deuil seul pendant qu'elle célébrait avec son amant en utilisant l'argent qu'elle a volé à notre famille. Ce n'est pas quelque chose que je peux pardonner. Et tu es sûr que ça va marcher? L'affaire de fraude à l'assurance est béton. Soit elle plaidera coupable, soit elle ira en procès. Mais dans tous les cas, elle risque une peine de prison sérieuse. L'argent qu'elle a volé devra être remboursé, plus les pénalités et les intérêts. Sa réputation est détruite, et elle aura de la chance si elle ne se retrouve pas à devoir plus qu'elle ne vaut après les frais de justice. Richard a fait une pause, regardant par la fenêtre du restaurant la rue de banlieue ordinaire à l'extérieur. Mais les conséquences juridiques ne sont que le début, papa. La vraie justice viendra quand elle réalisera que tout le monde sait ce qu'elle a fait. Ses amis, sa famille, nos voisins, ils vont tous apprendre qu'elle n'est pas une veuve tragique qui a perdu son mari trop jeune. C'est une escroc qui a essayé d'encaisser la mort de ce mari tout en le trahissant avec un autre homme. Elle essaiera de me contacter quand elle rentrera. Laisse-la faire. Mais souviens-toi, pour autant que tu saches, je suis toujours mort. Tu es juste un père en deuil qui découvre lentement que sa belle-fille n'est pas celle qu'il croyait. Richard a tendu la main sur la table et a serré la mienne. Je suis désolé que tu doives continuer à faire semblant de me pleurer, papa. Je sais à quel point ça a été dur pour toi. J'ai serré en retour. T'avoir en vie et en sécurité vaut n'importe quelle comédie. Tout sera bientôt fini. Une fois qu'Olivia sera arrêtée et inculpée, une fois que la vérité éclatera publiquement, je pourrai entamer le processus de retour légal d'entre les morts. Ce sera compliqué, mais le docteur Peterson a des relations qui peuvent aider à aplanir les choses avec les autorités. Et ensuite? Tu ne peux pas retourner à ton ancienne vie. Non, je ne peux pas. Richard Morrison devra rester mort, du moins officiellement. Mais le fils de Timothy Morrison pourra repartir à zéro, ailleurs, avec une nouvelle identité et une chance de construire quelque chose de mieux. L'expression de Richard s'est adoucie, peut-être même avec son père, si ce père veut quitter cet endroit et recommencer aussi. J'ai pensé à ma maison vide, à ma retraite tranquille, à la solitude qui avait été ma compagne constante depuis la prétendue mort de Richard. L'idée de repartir à zéro, d'avoir mon fils de retour dans ma vie, était plus séduisante que je ne voulais l'admettre. Nous verrons, ai-je dit. D'abord, assurons-nous qu'Olivia obtienne exactement ce qu'elle mérite. Richard a souri, et pour la première fois depuis des semaines,
c'était un vrai sourire, pas l'expression calculatrice qu'il avait eue en planifiant sa vengeance. Oh, elle l'aura, papa. Elle l'aura certainement. Demain soir, quand elle entrera dans cette maison en s'attendant à reprendre sa vie de veuve éplorée, elle découvrira que certains mensonges ont des conséquences qu'elle n'avait jamais imaginées. L'avion d'Olivia a atterri à 20h30 un vendredi soir froid. Je le savais parce que j'avais suivi son vol de manière obsessionnelle, de la même manière que j'avais surveillé tout ce qui la concernait depuis 2 semaines. Richard et moi avions passé l'après-midi à faire les derniers préparatifs pour ce qu'il appelait la confrontation. J'étais assis dans mon salon, faisant semblant de regarder la télévision, quand mon téléphone a sonné à 21h45. Le numéro d'Olivia s'est affiché à l'écran. Je l'ai laissé sonner 4 fois avant de répondre, juste assez longtemps pour avoir l'air d'un homme perdu dans son deuil. Timothy. Sa voix était tendue, épuisée. Dieu merci, tu as répondu. Je suis tellement désolé de ne pas avoir pu appeler. Il y a eu des problèmes avec le service téléphonique au Mexique, puis mon vol a été retardé et tout a été tout simplement horrible. Olivia. J'ai gardé ma voix soigneusement neutre. Je me demandais quand tu rentrerais. Je suis à la maison maintenant, mais quelque chose ne va pas avec les serrures. Ma clé ne fonctionne pas, et il y a une sorte d'avis sur la porte. Je ne peux pas le lire correctement dans le noir. Sa voix s'est légèrement brisée. Pourrais-tu venir? Je sais qu'il est tard, mais j'ai peur d'être seul en ce moment. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge. Pile à l'heure. Le serrurier que Richard avait engagé avait changé les serrures cet après-midi-là, et l'avis sur la porte venait du FBI, informant Olivia que la maison faisait partie d'une enquête de fraude en cours. J'arrive dans 20 minutes, ai-je dit. Merci, Timothy. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Tu es la seule famille qu'il me reste maintenant que Richard est. Elle s'est interrompue, faisant un bruit qui aurait pu être un sanglot, mais qui ressemblait plus à de l'épuisement. Le trajet jusqu'à la maison de Richard m'a semblé surréaliste. J'avais fait ce trajet des centaines de fois au fil des ans. Dîner de famille, vacances, aide aux réparations de la maison, garde de leurs chiens quand ils voyageaient. Mais ce soir, c'était différent. Ce soir, je me dirigeais vers un règlement de compte qui se préparait depuis des semaines. Olivia se tenait sur le porche d'entrée quand je suis arrivé, ne ressemblant en rien à la femme radieuse des photos de Cancun. Ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval en désordre, sa peau pâle et tirée. Elle portait des vêtements froissés qui donnaient l'impression qu'elle avait dormi dedans, et ses yeux étaient rougis par l'épuisement ou les larmes. Je ne pouvais pas dire lequel. Timothy, merci d'être venu. Elle s'est précipitée vers moi, tentant de m'étreindre, mais j'ai légèrement reculé. Le mouvement était subtil, mais elle l'a remarqué. Son expression a vacillé de confusion. Laisse-moi voir cet avis, ai-je dit en passant devant elle pour aller à la porte d'entrée. Le document du FBI était officiel et intimidant, rempli de jargon juridique sur le gel des avoirs et les enquêtes en cours. Je l'ai lu lentement, observant Olivia du coin de l'œil. Elle faisait les 100 pas derrière moi, s'enroulant les bras autour d'elle. Je ne comprends rien à tout ça, a-t-elle dit. Pourquoi le FBI serait-il impliqué dans la mort de Richard? C'était une crise cardiaque, des causes naturelles. Je me suis retourné pour lui faire face pour la première fois. Sous la lumière du porche, elle avait l'air encore pire que je ne l'avais pensé au départ. Il y avait des cernes sombres sous ses yeux, et ses mains tremblaient légèrement. Olivia, où étais-tu exactement ces 2 dernières semaines? Je t'ai dit que j'étais à Phoenix avec ma sœur, à faire mon deuil, à essayer de tout digérer. Le mensonge est sorti en douceur. Pratiquer. Et puis j'ai pris quelques jours au Mexique. Le médecin a dit que voyager pourrait t'aider avec la dépression. Le Mexique, ai-je répété, le mot plat. Juste pour quelques jours. Sarah a pensé qu'un changement de décor pourrait m'aider à faire face à la perte de Richard. Sa voix est devenue plus forte, plus confiante, alors qu'elle s'installait dans son histoire. Je sais que ça peut paraître insensible, mais j'étais en train de m'effondrer, Timothy. J'avais besoin de m'éloigner de tous les souvenirs ici. J'ai hoché la tête lentement, comme si j'acceptais son explication. Je peux comprendre que le deuil affecte les gens différemment. Le soulagement a envahi son visage. Exactement. Merci de comprendre. Je savais que tu le ferais. Elle a fait un geste vers la maison. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi le FBI serait impliqué ou pourquoi mes serrures ne fonctionnent pas. Peut-être devrions-nous appeler quelqu'un, obtenir des réponses.
J'ai sorti mon téléphone. J'ai le numéro de l'avocat de Richard. Il saura peut-être ce qui se passe. Oui, s'il te plaît, appelle-le. Ce doit être une sorte d'erreur. J'ai composé le numéro que Richard m'avait donné. Son avocat, David Chen, avait été informé de notre plan et attendait l'appel. Il a répondu à la deuxième sonnerie. David, c'est Timothy Morrison. Je suis ici à la maison de Richard avec Olivia, et il y a un avis du FBI sur la porte à propos d'une sorte d'enquête. J'ai fait une pause, le laissant parler. Oh. Je vois. Quand est-ce que ça s'est passé? Olivia s'est approchée, essayant d'entendre l'autre côté de la conversation. Je me suis légèrement détourné d'elle. De la fraude, ai-je dit, assez fort pour qu'elle l'entende clairement. Que voulez-vous dire par fraude à l'assurance? La couleur a quitté le visage d'Olivia. Elle m'a attrapé le bras. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai levé un doigt, continuant à écouter l'explication de David. Plusieurs polices, des demandes non autorisées. J'ai regardé directement Olivia. David, Olivia est juste ici. Elle dit qu'elle ne sait rien de tout ça. Timothy, de quoi parle-t-il? La voix d'Olivia montait, la panique s'installant. Il dit que le FBI a des preuves que quelqu'un a falsifié la signature de Richard sur plusieurs demandes d'assurance vie. De grosses polices que Richard aurait souscrites sans le dire à personne. J'ai observé attentivement son visage. Il pense que cela pourrait être lié à sa mort. C'est impossible. Richard est mort d'une crise cardiaque. Les médecins l'ont confirmé. J'ai continué à parler à David. Des irrégularités financières? Quel genre d'irrégularité? Autre pause. Des transferts de comptes à des destinataires non autorisés. Des schémas de dépenses suspects. Les mains d'Olivia tremblaient visiblement maintenant. Timothy, dis-lui que tout ça est une erreur. Je ne sais rien des polices d'assurance ou des irrégularités financières. David veut savoir si vous pouvez justifier de vos allées et venues au cours des 2 dernières semaines, lui ai-je dit. Le FBI a apparemment des questions sur d'importantes transactions en espèces qui ont eu lieu juste après la mort de Richard. Je faisais mon deuil. J'étais avec ma sœur. Mais sa voix manquait de conviction. Maintenant. Il dit qu'ils ont aussi des questions sur des publications sur les réseaux sociaux. Des photos postées d'où a-t-il dit? Cancun? J'ai laissé le mot flotter dans l'air entre nous. Le visage d'Olivia est devenu complètement blanc. Elle a reculé d'un pas, comment savent-ils pour Cancun? L'aveu lui a échappé avant qu'elle ne puisse l'arrêter. J'ai mis fin aux faux appels avec David et j'ai rangé mon téléphone. Alors, tu étais à Cancun, pas à Phoenix, avec ta sœur. Je peux expliquer ça. Après Phoenix, j'avais besoin de plus de temps pour guérir. Sarah a suggéré que le Mexique pourrait être thérapeutique. Mais elle pataugeait maintenant, son histoire s'effondrait. Thérapeutique, ai-je répété le mot de la même manière que j'avais dit, Mexique, plus tôt. Est-ce que Miguel était thérapeutique aussi? Sa bouche s'est ouverte et fermée comme un poisson cherchant de l'air. Comment sais-tu pour Miguel? Le FBI m'a montré des photos, Olivia. Des photos de toi à Cancun avec un autre homme. Des photos postées sur les réseaux sociaux pendant que je me tenais au-dessus de la tombe de mon fils en jetant de la terre sur son cercueil. Ma voix devenait plus dure, plus froide. Des photos de toi célébrant avec ton amant en utilisant l'argent de l'assurance vie de Richard. Des larmes ont commencé à couler sur ses joues, mais elles ressemblaient plus à de la panique qu'à un remords sincère. Timothy, tu ne comprends pas. J'aimais Richard, mais notre mariage était compliqué. Il était distant, anxieux tout le temps. Miguel n'était qu'un ami qui m'a aidé à traverser une période difficile. Un ami avec qui tu couchais depuis 8 mois alors que tu étais marié à mon fils. Comment sais-tu? Elle s'est arrêtée, réalisant qu'elle ne faisait qu'empirer les choses. Écoute, j'ai fait des erreurs, mais Richard est mort, et rien ne peut changer ça. Ne pouvons-nous pas simplement avancer en tant que famille? J'ai regardé cette femme que j'avais accueillie dans notre famille il y a 8 ans. Cette femme que j'avais défendue auprès de Richard quand leur dispute s'envenimait. Cette femme qui s'était tenue dans ma cuisine 4 jours après la mort de mon fils, pleurant dans mes bras à quel point il lui manquait. Tu as raison sur une chose, Olivia. Rien ne peut changer le passé. Rien ne peut changer le fait que tu m'as laissé enterrer mon fils seul pendant que tu faisais la fête avec ton petit ami au Mexique. Je me suis tourné vers ma voiture.
Le FBI prendra contact. Je te suggère de prendre un bon avocat. Timothy, attends. S'il te plaît, tu dois m'aider. Je n'ai personne d'autre vers qui me tourner. Je me suis arrêté et je l'ai regardé une dernière fois. Tu aurais dû y penser avant de décider d'encaisser la mort de Richard. Je suis parti en voiture, la laissant seule sur le porche de la maison où elle ne pouvait plus entrer. Dans mon rétroviseur, je l'ai vue s'effondrer sur les marches de l'entrée, la tête dans les mains. Mais je n'en avais pas encore fini. Ni Richard. 20 minutes plus tard, je me suis garé sur le parking de l'appartement temporaire de Richard. Il attendait près de la fenêtre, et je pouvais voir la tension dans ses épaules, même de loin. C'était le moment que nous préparions depuis 2 semaines. Comment avait-elle l'air, a-t-il demandé alors que je montais les escaliers jusqu'à son appartement du 2e étage. Terrifiée, épuisée, prise au piège. Je me suis assis lourdement dans son petit salon. Elle a d'abord essayé de mentir, mais quand j'ai mentionné les photos du FBI et Miguel, elle s'est effondrée. Bien. Elle doit comprendre que ses actes ont des conséquences. Richard faisait les 100 pas maintenant. Une énergie nerveuse émanait de lui. Demain matin, elle se réveillera pour trouver des agents du FBI au motel où elle séjourne. Ils l'arrêteront pour fraude à l'assurance, et c'est là que les vraies conséquences commenceront. Es-tu prêt pour la suite? Richard a arrêté de faire les 100 pas et m'a regardé directement. Papa, je suis mort depuis 2 semaines. Demain, je reviens à la vie et je regarde la femme qui nous a trahis tous les deux faire face à la justice pour ce qu'elle a fait. Son expression était sombre mais déterminée. Je n'ai jamais été plus près à quoi que ce soit dans ma vie. Dehors, la neige a commencé à tomber, recouvrant le parking d'une fine couche de blanc. Demain apporterait l'acte final de notre plan soigneusement orchestré, et Olivia apprendrait que certaines trahisons ont un prix qu'elle n'aurait jamais imaginé devoir payer. Le FBI a arrêté Olivia à 6h30 le samedi matin au budget Inn où elle avait passé la nuit. Je n'étais pas là pour en être témoin, mais Richard avait un contact au bureau qui l'a appelé pour lui donner des nouvelles. Elle a essayé de s'enfuir quand ils ont frappé à sa porte, a-t-il dit, mais il n'y avait nulle part où aller dans une chambre de motel avec une seule sortie. Richard et moi nous sommes rencontrés dans le même restaurant où nous avions planifié ce moment depuis 2 semaines. Il avait l'air différent ce matin, plus léger en quelque sorte, comme si un poids avait été enlevé de ses épaules. Elle a été inculpée de fraude à l'assurance, de complot en vue de commettre une fraude et de blanchiment d'argent, m'a-t-il dit autour d'un café qui avait refroidi pendant que nous attendions des nouvelles. La caution a été fixée à 500 000 $. Peut-elle payer la caution? Avec quel argent? Ses comptes sont gelés. Ses cartes de crédit sont au maximum depuis le voyage à Cancun. Et Miguel a disparu dès que ses fonds se sont taris. Sa sœur pourrait essayer d'aider, mais Sarah n'a pas ce genre d'argent sous la main. J'ai pensé à Olivia assise dans une cellule de prison, portant probablement encore les vêtements froissés dans lesquels elle avait voyagé. Il y a 2 semaines, j'aurais peut-être eu pitié d'elle. Maintenant, je ne ressentais qu'une froide satisfaction que la justice soit enfin rendue. Quand reviens-tu d'entre les morts? Richard a souri, le premier vrai sourire que je lui avais vu depuis le début de ce cauchemar. Cet après-midi. Le docteur Peterson a tout arrangé avec l'administration de l'hôpital et la police. L'histoire officielle est qu'il y a eu une confusion avec l'identification du patient, que Richard Morrison était dans le coma plutôt que mort, et qu'il a fait une guérison miraculeuse. Est-ce que quelqu'un va croire ça? Peu importe s'ils y croient. Ce qui compte, c'est que ce soit légalement documenté et médicalement étayé. Le docteur Peterson a des collègues qui jureront de la confusion, et les avocats de l'hôpital ont déjà accepté de traiter cela comme une erreur médicale plutôt qu'une fraude. Richard s'est penché en avant. La beauté de la chose, c'est qu'une fois que je serai officiellement de nouveau en vie, toutes les réclamations d'assurance d'Olivia deviendront automatiquement nulles. Elle devra rembourser chaque centime qu'elle a perçu, plus les intérêts et les pénalités. Elle ira en prison. Pour longtemps. David pense qu'elle risque 10 à 15 ans, surtout si elle refuse de coopérer à l'enquête sur les autres polices frauduleuses. L'expression de Richard s'est durcie, et elle coopérera. Parce qu'elle va apprendre des informations très intéressantes sur son petit ami Miguel. Quel genre d'informations? Miguel n'était pas seulement un jardinier ayant une liaison avec une femme mariée. Il menait une longue escroquerie ciblant des épouses seules dans de riches banlieues. Olivia est la 3e femme qu'il a séduite et convaincue de frauder l'assurance vie de leur mari. Le FBI le suit depuis 18 mois.
L'ampleur de la stupidité d'Olivia était stupéfiante. Elle pensait jouer Richard, mais Miguel l'a joué depuis le début. Elle n'était qu'une autre cible. Exactement. Miguel l'a probablement encouragée à souscrire ses polices d'assurance supplémentaires, l'a aidé à rechercher des moyens de faire paraître la mort de Richard naturelle, peut-être même a-t-il suggéré l'angle de l'instabilité mentale. Richard a secoué la tête. Elle se croyait la prédatrice, mais elle n'était que la proie d'un plus grand prédateur. Où est Miguel maintenant? Au Mexique, probablement. Ou peut-être au Costa Rica. Quelque part sans traité d'extradition. Mais le FBI le rattrapera un jour. Richard a regardé par la fenêtre du restaurant le matin gris d'octobre. L'important, c'est qu'Olivia va réaliser qu'elle a jeté 8 ans de mariage, détruit sa vie et est allée en prison, tout ça pour un homme qui ne s'est jamais soucié d'elle. À 14 h cet après-midi-là, je me suis rendu à l'hôpital pour assister à la résurrection de mon fils. Le docteur Peterson m'a rencontré dans le hall, l'air nerveux mais déterminé. Il risquait sa carrière pour aider Richard, mais il avait expliqué qu'il ne pouvait pas rester les bras croisés et regarder un homme bien être détruit par une épouse prédatrice. « Es-tu prêt pour ça, Timothy ?» a-t-il demandé alors que nous nous dirigions vers l'ascenseur. « Je suis prêt depuis des semaines. » La chambre d'hôpital de Richard se trouvait au 4e étage, le même étage où il était censé être mort 2 semaines plus tôt. Quand je suis entré, il était assis dans son lit, vêtu d'une blouse d'hôpital, l'air convenablement faible et confus pour quelqu'un qui venait de sortir du coma. « Papa. » Sa voix était faible, incertaine. « Que s'est-il passé ? » Je me souviens de douleurs à la poitrine et puis plus rien. La performance était parfaite. Même en sachant que c'était un acte, j'ai ressenti une vague de soulagement en entendant à nouveau la voix de mon fils. « Tu as été dans le coma, mon fils. Nous pensions t'avoir perdu. » Le docteur Peterson est entré avec un presse-papier et une expression inquiète. « Monsieur Morrison, je dois vous expliquer ce qui s'est passé. Il y a eu une erreur médicale importante concernant l'identification du patient. Votre fils n'a jamais été réellement décédé. Il était dans un état catatonique qui imitait la mort, mais notre équipement de surveillance a mal fonctionné et plusieurs membres du personnel ont commis des erreurs critiques de diagnostic. Mais nous avons eu des funérailles, ai-je dit, jouant mon rôle. Je sais, et je ne peux pas assez m'excuser pour le traumatisme que cela a causé à votre famille. L'hôpital couvrira tous les frais liés à l'erreur et nous menons une enquête complète sur la façon dont cela s'est produit. » Richard a faiblement serré ma main. « Papa, je suis tellement désolé. Je n'imagine pas ce que tu as traversé. Ce qui compte, c'est que tu sois en vie. » J'ai regardé le docteur Peterson. Quand pourra-t-il rentrer chez lui? Encore quelques jours d'observation, juste pour s'assurer qu'il n'y a pas d'effet persistant du coma. Le docteur Peterson a pris des notes sur son presse-papier. Je devrais aussi contacter la femme de votre fils. Elle devrait être informée de son rétablissement immédiatement. À ce sujet, ai-je dit prudemment. Olivia a été arrêtée ce matin. Fraude à l'assurance. Les yeux de Richard se sont écarquillés de surprise, réelle ou parfaitement imitée. Arrêtée? De quoi parles-tu? Pendant que tu étais dans le coma, elle a déposé plusieurs demandes d'assurance vie. Apparemment, elle avait souscrit plusieurs polices à ton insu et essayait de les encaisser. J'ai observé attentivement le visage de Richard. Le FBI dit qu'elle travaillait avec quelqu'un d'autre, un homme nommé Miguel. Miguel, notre jardinier? La confusion de Richard avait l'air absolument authentique. Papa, je ne comprends rien à tout ça. Le docteur Peterson s'est éclairci la gorge. Peut-être devrions-nous laisser Monsieur Morrison se reposer. C'est évidemment beaucoup à digérer après un événement médical traumatisant. Non, j'ai besoin de comprendre ce qui se passe. Richard a essayé de se redresser. Olivia a essayé de percevoir de l'argent d'assurance vie pendant que j'étais dans le coma. Elle te croyait mort, mon fils. Nous le croyions tous, à cause de l'erreur de l'hôpital. Mais apparemment, elle planifiait cela depuis longtemps. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré des captures d'écran des publications d'Olivia sur les réseaux sociaux depuis Cancun. Pendant que je préparais tes funérailles, elle était au Mexique avec Miguel, célébrant ce qu'elle croyait être sa nouvelle liberté. Richard a regardé les photos, son visage passant par le choc, la douleur et la colère. Elle me trompait depuis 8 mois, selon le FBI. Et elle essayait de voler de l'argent en prétendant que j'étais mort. Elle ne faisait pas semblant, Richard.
pour autant qu'elle le sache, tu étais vraiment mort. Elle n'avait juste pas l'air très affectée. J'ai rangé le téléphone. Le FBI a des preuves qu'elle planifiait cela bien avant ton urgence médicale. Elle espérait peut-être même qu'il t'arriverait quelque chose. Richard s'est adossé à ses oreillers, l'air dévasté. 8 ans de mariage, papa. 8 ans. Et elle prévoyait d'encaisser ma mort. Je suis désolé, mon fils. Je sais que ce n'est pas ce que tu veux entendre pendant que tu te remets. Non, j'ai besoin de connaître la vérité. La voix de Richard est devenue plus forte, plus résolue. Que lui arrive-t-il maintenant? La prison, très probablement. Les accusations de fraude à elle seule pourraient lui valoir 10 ans, et s'il prouve qu'elle complotait avec Miguel pour cibler d'autres hommes, cela pourrait être beaucoup plus long. Le docteur Peterson a vérifié sa montre. Je devrais vous laisser un peu d'intimité. Monsieur Morrison, je reviendrai vous voir ce soir. Après le départ du médecin, Richard et moi sommes restés assis dans un silence confortable pendant plusieurs minutes. La performance était terminée, du moins pour l'instant. Mon fils était officiellement de nouveau en vie et Olivia faisait face aux conséquences de sa trahison. « Comment te sens-tu » ai-je demandé. « Libre » a-t-il dit simplement. Pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, je me sens complètement libre. Il a regardé par la fenêtre de l'hôpital la ville au-delà. Je sais que je ne peux pas retourner à mon ancienne vie exactement comme elle était. Trop de gens sont au courant de l'erreur médicale, et il y aura toujours des questions. Mais je peux recommencer. Et la situation de Meridian? Les gens de Crawford. Crawford est mort en prison la semaine dernière. Crise cardiaque. Et son organisation s'est effondrée une fois que le FBI a arrêté les principaux acteurs. Je devrais être en sécurité maintenant, surtout avec une nouvelle identité et un nouveau départ. Nouvelle identité. Richard a souri. Eh bien, je ne peux pas vraiment redevenir le Richard Morrison qui est censé être mort et qui est ensuite revenu à la vie. Mais le fils de Timothy Morrison, Robert, pourrait créer une nouvelle entreprise de conseil dans un autre État. Peut-être quelque part de plus chaud que Chicago. L'idée me plaisait plus que je ne voulais l'admettre. Robert Morrison. J'aime bien le son de ça. Et toi, papa? Es-tu prêt pour un nouveau chapitre aussi? J'ai pensé à ma maison vide, à ma retraite tranquille, à la solitude qui avait été ma compagne constante. Puis j'ai pensé aux 2 dernières semaines, à travailler aux côtés de mon fils pour rendre justice à quelqu'un qui avait fait du tort à notre famille. Cela m'avait donné un sentiment de but que je n'avais pas ressenti depuis des années. Robert Morrison va avoir besoin d'un partenaire commercial, ai-je dit. Quelqu'un avec de l'expérience et de la sagesse pour aider à guider une nouvelle société de conseil. Le sourire de Richard était radieux. J'espérais que tu dirais ça. 3 mois plus tard, Robert Morrison Consulting a ouvert ses portes à Charlotte, en Caroline du Nord. Les cartes de visite indiquaient Robert Morrison comme PDG et Timothy Morrison comme associé principal. Nous nous sommes spécialisés dans l'aide aux entreprises pour naviguer dans les défis éthiques et la prévention de la fraude, une expertise que nous avions acquise par une dure expérience. Olivia a été condamnée à 12 ans de prison fédérale après avoir plaidé coupable de fraude à l'assurance, de complot et de blanchiment d'argent. Miguel a finalement été capturé au Guatemala et extradé pour faire face à des accusations pour avoir dirigé une entreprise criminelle qui avait fraudé au moins 6 familles. Les compagnies d'assurance ont récupéré la plupart de l'argent qu'Olivia avait volé, bien qu'elle ait réussi à dépenser près de 100 000 $ pendant son bref goût de liberté. À l'anniversaire de la prétendue mort de Richard, nous nous sommes rendus au cimetière, où un cercueil vide reposait encore sous une pierre tombale portant le nom de mon fils. Nous avons apporté des fleurs, non par humour morbide, mais pour nous rappeler à quel point nous avions failli nous perdre l'un l'autre pour toujours. Le regrettes-tu parfois, a demandé Richard alors que nous nous tenions à côté de la tombe. Tout ce que nous avons fait subir à Olivia. J'ai réfléchi sérieusement à la question. Je regrette que nous en soyons arrivés là. Je regrette qu'elle ait fait les choix qu'elle a faits. Mais je ne regrette pas d'avoir protégé notre famille de quelqu'un qui nous aurait détruits tous les deux sans une seconde pensée. Richard a hoché la tête. Elle avait toutes les occasions d'être honnête, de résoudre nos problèmes, de construire une vraie vie ensemble. Au lieu de cela, elle a choisi la tromperie et la trahison. Les conséquences étaient de son fait. Alors que nous retournions à notre voiture, j'ai réfléchi à tout ce qui avait changé en un an. J'avais perdu un fils et je l'avais retrouvé.
J'avais perdu une belle-fille et j'avais gagné ma liberté de sa manipulation. J'avais perdu ma retraite tranquille et j'avais gagné un nouveau but, une nouvelle entreprise et, surtout, une relation plus profonde avec le fils que j'avais failli perdre pour toujours. Olivia avait essayé de profiter de ce qu'elle pensait être la mort de Richard. Mais à la fin, sa résurrection nous avait donné à tous les deux une nouvelle vie. La justice, ai-je réalisé, se présente parfois sous les formes les plus inattendues.